Toute l'histoire du Portugal est pénétrée du parfum de la mer et le pays tout entier penche vers l'océan. Pays de marins ou de pêcheurs de haute mer, aujourd'hui un peu jaloux de leur passé, ceux de Porto, la rivale du Nord, affublent avec dérision les gens de Lisbonne, du sobriquet agricole qui fascine à cette petite laitue. Et à Lisbonne, on se venge en traitant ceux du Nord de mangeurs de tripes. Lisbonne, bien à l'abri, loin de la barre de l'Atlantique, vit s'élancer les caravelles de Bartolomé Dias, de Vasco de Gama, de Cabral, de Magellan, dont les conquêtes se nomment les Indes, le Brésil, le Groenland, la Chine ou l'Australie. Un passé plein de gloire et d'aventure laisse partout des traces. Et dans le port, les grands navires de commerce qui suivent la route des épices, ouvertes par les premières frégates, n'ont pas encore fait disparaître les barques chargées d'histoire et de tradition dont la proue rappelle celle des bateaux phéniciens, et dont la voile ressemble étrangement à celle des jonques de la Chine. O senhor vai para a França, eu sei que sabe tudo bem. O senhor vai para a França, eu sei que sabe tudo bem. Hoje a minha alma descansa a chegar lá com o sul. Hoje a minha alma descansa a chegar lá com o sul. Au printemps, chaque année, lorsque les morutiers s'embarquent, ils ne peuvent résister à l'appel de la haute mer et des eaux poissonneuses de Terre-Neuve ou d'Islande. Et comme le flux et le reflux de la marée, ce même élan les ramène à la port verdoyante et chargée d'embrun de l'Estramadour et de la Bahia. Et ils reviennent s'ancrer sur les rives du Tage, jaunes comme l'or des Amériques et larges comme une mer intérieure. Sagres, c'est le nom du bateau-école où les mousses apprennent leur métier, du trois-mâts le plus rapide, un des rares survivants de l'ancienne navigation. Mais c'est d'abord le nom de la pointe la plus méridionale de notre continent, celle qui s'avance le plus loin dans l'océan. C'est à Sagres que le prince Henri sentit naître cette soif d'aventure qui brûla les premiers conquérants et les fit s'écrier, et s'il existe d'autres mondes, nous y parviendrons. O senhor já vai-se embora, a minha alma se persegue, e vai com pouca demora. Le Tage immense descend lentement vers la mer, et Lisbonne, elle, descend de tous côtés vers le fleuve. E vai com pouca demora, já quer largar a gente, os rapazes e colheiros não vão se demorar. La rencontre de la ville et du fleuve, c'est une des plus belles places du monde, celle qu'on appelait jadis le Terreiro do Passo et qu'on nomme maintenant bien trop prosaïquement la place du commerce. Un large escalier qui descend dans le fleuve. Trois façades d'arcades qui abritent la plupart des ministères. Le Terreiro do Passo reçoit toutes les routes qui viennent du nord, de l'est et de l'ouest et qui s'arrêtent là. Pour aller vers le sud, il faut quitter la terre et s'embarquer. Comme tant de méridionaux, les Lisbonnais soignent les détails de leur toilette. Ils laissent les touristes se distinguer par des chaussures poussiéreuses ou des sandales négligées. Ou alors par commodité, plus que par nécessité, ils vont pieds nus, comme les pêcheurs ou comme les barinas qui montent dans la ville porter le poisson qui sort des filets. L'avenue de la Liberté est l'orgueil de Lisbonne, et la 100 mètres de plus que les Champs-Élysées. Grands hôtels, pelouses fleuries, cinémas, terrasses de café, elle est bordée, comme l'a dit la rivière qui la recouvert, de palmiers et de mûriers peuplés d'oiseaux.
À l'abri de la C de la cathédrale se trouve l'église de Saint-Antoine, car Saint-Antoine est de Lisbonne. Chacun ici vous le rappelle, et c'est tout juste si on loin des papes, il est mort à Paris. Les ruelles escarpées, les petites places où l'on danse les jours de fête, les façades roses, parfois rouges, blanches ou vertes, l'odeur forte des sardines grillées, les fleurs et les perroquets enchaînés, voilà bien Lisbonne de toujours dans les vieux quartiers d'Alfama ou de la Mouraria. La citadelle médiévale qui domine la ville, le château de Saint-Georges, date du temps du IXe siècle. Le premier roi du Portugal, venu de Bourgogne, s'en empara lorsqu'il parvint à chasser les Arabes. Des terrasses du château, on prend conscience de la grandeur de la capitale, qui compte 1 million d'habitants. On saisit aussi le contraste entre l'ordonnance rigoureuse des quartiers bas, édifiés par le marquis de Pombal, et le fouillis des ruelles anciennes où se dressent encore des murailles arabes. Rome n'est pas la seule à compter cette colline. Lisbonne n'est pas peu fière d'en avoir autant qui toutes portent comme une couronne un château, un couvent ou un château. Mais le mouvement naturel de la ville nous ramène toujours au Terreiro de Passo et au Tage. L'Alfama, la ville populaire, la plus pauvre, sans doute la plus pauvre, les filles aux yeux mélancoliques et aux lèvres souriantes chantent de merveilleux femmes. Affluent bien sûr tous ceux qui en ont le courage. Pour les autres, il est beaucoup plus commode d'attendre chez eux le passage des Varinas qui parcourent les rues, leur corbeille sur la tête et chantent en couplets poétiques la fraîcheur du produit qu'elles viennent d'acheter. Visage un peu large et les yeux vifs, il existe, bien que marqué d'origine parfois orientale, un type portugais. Et si les Lisbonnais se font traiter de petites lectures, peut-être voir-t-il à cette étrange coiffure. Nous ne montrons pas vers la ville moderne, quand bien même elle est faite de quartiers conçus par des urbanistes dont les nord-corrigiens s'inspirent. Mais nous reprendrons une des rues innombrables qui nous promène vers le fleuve. Nous parlions d'urbanisme. Sait-on que pendant 2 ans, on ne discutait à Lisbonne que de la couleur de façade du Terreiro de Passo. Et le vert pâle fut choisi car il s'harmonisait parfaitement avec le jaune soleil du temps. Et c'est le fleuve qui nous conduit à la tour de Belém. Forteresse, malgré ses décorations du style manuélin, elle est la gardienne du Tage et de la ville. De sa tour, le roi Manuel venait guetter les galions qui lui rapportaient l'or fabuleux du Brésil. La mer n'est pas que bénéfique. Le sel de l'océan est fait, dit-on, des larmes des Portugais qui ne sont pas revenus. Gaieté, mélancolie, absence, espoir, il y a dans l'âme portugaise le souvenir de grandes vicissitudes. Et la terre non plus ne fut pas toujours le sûr refuge. Le 1er novembre 1755, 15 000 maisons, 300 palais, 110 églises s'effondrèrent, faisant 30 000 victimes. Par 3 fois, la terre trembla avec une violence telle que le fleuve soulevé de son lit inonda la ville. En souvenir de la catastrophe de 1755, une église, témoin du désastre, ne fut pas reconstruite.
neste carro tão antigo, mas onde caem tão guiseiras, cheios de graça, vê quando garbo e beleza. Dão 2 cavalos de raça, mas de raça portuguesa, e até parecem lado a lado que vão a bater o fado. Anda comigo, vamos pela estrada fora, anda a ver a tua terra como está bonita agora. Toma o chicote e com ele dá 2 talos, que não há espada que valha o trote desse cavalo. Anda comigo porque vais gostar dela, por aqui também andaram Maria Alvas e Cevejas. Veste-se amarra, põe o teu chapéu do lado, traz contigo uma guitarra e vamos cantar o fado. Depois dirás mais uma vez como estrela e português. Anda comigo, vamos pela estrada fora, anda a ver a tua terra como está bonita agora. Toma um chicote e com ele dá 2 talos, que não há espada que valha o trote desse cavalo. E com ele dá 2 talos, que não há espada que valha o trote desse cavalo. Tristesse, espoir, le sentiment mêlé qu'on appelle saudade, rien ne l'exprime mieux que ce fado, le chant typique de l'Hispane et de Coimbra. Et c'est encore de la mer que monte le vent dans les ailes des moulins qui environnent Lisbonne. Loin d'ailleurs que l'on entend chanter de loin, car les meuniers chargent souvent leurs ailes poteries en forme de sifflet. Voisine de Lisbonne, capitale de l'esprit, Coimbra, gardienne des traditions, forme l'élite du pays. Une belle fille se présente et les étudiants de Coimbra lui font un tapis de leur manteau. Les étudiants sont rois à Coimbra, et ils le peuvent bien puisqu'ils sont les héritiers de Jean III qui leur fit don en 1542 son palais. Et que son successeur leur construisit cette magnifique ville de plus de 150 000 relais. Comment mieux faire comprendre cette éternelle présence de la mer en admirant les plus grandioses témoins de l'opulent royaume du Portugal? Ainsi, l'église et le cloître des Hieronymus foisonnent de ce style orgueilleux et naïf où les arcs gothiques se chargent des cordages, des palmes, des fruits, des animaux, des coquillages, que ramenèrent dans leur cale les navigateurs. Autre témoin du règne de Manuel le bâtisseur, bataille, son monastère et son cloître, le marbre blanc devient une dentelle qui entrepasse les feuilles et les pouces au fond d'Ormus. Dans les châteaux inachevés reposent les grands rois de la dynastie des Abysses et parmi eux le prince Henri, le père des Victoires. À ceux qui savent entendre le langage de l'action et de la poésie, tout parle ici en cause de l'éternelle nostalgie de l'océan, qui montre l'âme et les pieds de l'Islam.